Bonjour à tous et bienvenue dans notre nouvelle émission Les Pros de l'Écho. Cette émission, c'est le monde économique à votre portée. C'est un site internet, une collection de livres et désormais une émission que je vous présente et qui est coproduite et animée par l'économiste et éditeur Jean-David Haddad. Bonjour. Bonjour. Jean-David, pouvez-vous nous expliquer déjà, pour commencer, pourquoi avoir lancé cette émission et quel est votre concept ? Alors, nous avons une collection de livres, les Pros de l'Écho, au sein de la maison d'édition que je dirige et qui porte mes initiales, JDH Édition. Donc, cette collection de livres, les Pros de l'Écho, j'ai voulu donner la parole aux auteurs de cette collection sur un site internet pour animer, parce qu'un livre, c'est quelque chose de statique, donc pour donner un petit côté dynamique. Donc, le site internet, et comme on est dans la civilisation, le monde de l'audiovisuel, c'est bien aussi qu'on puisse donner un côté audiovisuel, d'où cette émission de télé. Maintenant, l'économie, elle fait le monde. L'économie fait le monde. Et le monde, il est fait de quoi ? Il est fait de littérature, il est fait de culture, il est fait d'entreprise, il est fait de politique, il est fait de réflexion, il est fait de toutes ces choses-là. Et toutes ces choses-là, on leur donne corps à travers notre maison d'édition, JDH Édition. D'où le fait aussi qu'on donne la parole à notre communauté d'auteurs régulièrement, puisqu'on a une véritable communauté d'auteurs. D'où aussi le fait qu'à la fin de l'émission, après avoir parlé d'économie, après avoir présenté une entreprise, je tiens à ce qu'il y ait un instant littéraire, relié toujours à un thème général de l'émission. Et pour cette première émission, donc, nous allons parler des conséquences de la crise sanitaire. Voilà. Effectivement, une émission spéciale consacrée à cela. Au sommaire de cette émission, justement, il va s'afficher devant vous notre rubrique Tendance et Prévision. On s'intéressera donc avec vous, Jean-David, aux conséquences de cette crise sanitaire et économique que nous vivons. Dans Comprendre enfin l'économie, nous nous intéresserons à la récession. Comment et pourquoi un pays entre en récession. À suivre également l'entreprise du moment. Aujourd'hui, nous recevons Frédéric Granotier à la tête de Lucibel. Bonjour. Bonjour. Frédéric, votre interview à suivre dans un instant. Après cela, Jean-David le disait, un livre économique, un auteur, donc notre instant un petit peu littéraire. Thomas Andrieux nous présentera son livre 2021 prémices de l'effondrement que Jean-David Haddad a choisi d'éditer. Puis toujours dans cet univers des livres, nous terminerons avec notre rubrique l'instant littéraire. Nous serons en direct avec l'auteur Samuel Giantarin, auteur d'un livre notamment sur l'impact des réseaux sociaux, aimez-vous les uns les autres, et qui signe également la préface d'un livre du docteur Jean-Jacques Herbstein, Je ne pouvais pas les laisser mourir, un livre qui revient sur cette terrible crise sanitaire du Covid-19. Voilà pour le programme. À tout de suite pour notre première rubrique. Aujourd'hui, la performance d'une entreprise est déterminée par son niveau de maturité digitale. Pour vous aider dans cette mutation, Prodware vous accompagne tout au long de votre transformation. Quelle que soit votre stratégie, notre proposition de valeur va du conseil jusqu'au service managé. Notre méthode, imaginer des solutions innovantes mais pragmatiques. Notre engagement, une vision sectorielle, technologique et opérationnelle. Notre légitimité, depuis plus de 30 ans, nous servons les intérêts de milliers de clients. Et cette première rubrique Tendance et Prévision, tout de suite spéciale crise sanitaire et économique, on en parle avec vous, Jean-David Haddad. On s'intéresse à ces conséquences donc de cette fameuse crise. Avant ça, un chiffre qui vous a marqué. 5,2% de récession mondiale annoncée hier par la Banque mondiale. C'est-à-dire qu'en 2020, nous parlerons tout à l'heure de la récession, nous décortiquerons ce concept de récession, c'est-à-dire qu'en 2020, la création mondiale de richesse va baisser de plus de 5%. Voilà. Donc les conséquences, évidemment, seront les conséquences colossales. Vont être colossales, effectivement. Globalement, je dirais que cette crise sanitaire envoie aux oubliettes la crise de 2008. Voilà, c'est ce que j'ai tendance à dire. On parle de crise exceptionnelle ? Ah, plus qu'exceptionnelle. Là, on est dans la mer des crises. Mais par rapport à toutes les crises précédentes,
celle-ci a été quelque part provoquée par les pouvoirs politiques, déclenchée par les pouvoirs politiques. Dans toutes les crises précédentes, c'était des ajustements, des mécanismes d'ajustement économique qui faisaient qu'il y a une crise. Une surtension sur les taux d'intérêt ou trop de prêts qui avaient été accordés pour la précédente, la crise des subprimes. Là, il y a eu un virus et les gouvernements ont pris un certain nombre de dispositions qui déclenchent une énorme, gigantesque crise économique. Alors, quelles sont les tendances économiques actuelles ? Les tendances économiques actuelles, jusqu'au mois de mars, on voyait qu'il y avait un ralentissement de l'économie, de la croissance, parce qu'on était sur la plus grande phase de croissance de l'histoire aux États-Unis. En Europe, il faut dire que la croissance avait très faiblement repris après la crise de 2008. Elle était là, mais elle était assez médiocre, alors qu'aux États-Unis, on était dans une croissance formidable. Ça ralentissait, tout était en train de ralentir. Et depuis le mois de mars, la mondialisation qui en prend un coup, les transports à l'arrêt, beaucoup d'entreprises qui s'arrêtent de tourner, les gens qui ont peur, qui ne consomment plus, qui épargnent. Donc c'est une tendance très négative pour l'économie pour l'instant. Tendance qu'on ne voit pas pour le moment sur les marchés boursiers, même si la bourse s'est effondrée dans un premier temps, elle a bien relevé la tête dans un deuxième temps, surtout aux États-Unis d'ailleurs, parce qu'il y a énormément d'injections de liquidités qui ont été faites par les banques centrales. Mais nous avons mis le pied vraiment dans une crise dont nous ne maîtrisons pas du tout l'issue. Alors justement, si on ne maîtrise pas l'issue, quels scénarios sont envisageables pour la suite ? Disons que le gros problème, c'est que je pense que le monde occidental aurait pu assumer cette crise s'il n'était pas assis sur une telle montagne de dettes. Le problème, c'est la montagne de dettes. La France avait déjà 100% d'endettement, c'est-à-dire qu'il y avait autant de dettes qu'on crée de richesses. La dette était déjà égale à 100% du PIB. Là, vu que le PIB va baisser et que la dette augmente, puisqu'on fait que s'endetter pour financer tout ce que l'État a mis en place. Si je prends le cas de la France, on peut l'extrapoler au reste du monde, mais en quelques minutes, on va se concentrer sur la France. Et puis, c'est peut-être ce qui intéresse un peu nos téléspectateurs. Donc nous allons avoir à peu près 120% de dette par rapport au PIB à la fin de l'année. C'est-à-dire qu'on va avoir plus de dettes qu'on ne crée de richesses. Imaginez quelqu'un qui a des revenus dans l'année et qui gagne 10 000 euros, qui gagne, mettons, 10 000 euros par mois, je prends un très bon revenu, 120 000 euros par an, et qui a une dette qui augmente alors que ses revenus baissent de 10 ou 20% par exemple. Voilà, on est dans ce cas de figure-là. On est dans le cas de figure, exactement, si on pouvait faire la transposition par rapport à un particulier, de quelqu'un qui augmente sa dette et qui a des revenus qui baissent. Donc, à un moment donné, il va y avoir des soucis. Alors, qu'est-ce qui se passe pour un particulier ? Bon, j'ai pris un exemple de quelqu'un qui gagne très bien sa vie. C'est peut-être pas le bon exemple. Quelqu'un qui a un revenu plus proche de la moyenne ou même plus bas. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là ? Il se passe qu'il y a une commission de surendettement et qu'il y a parfois une annulation des dettes. C'est peut-être ce qui va se passer. Et on en parle de plus en plus. Qui est une annulation de la dette des États, ce qu'on appelle le jubilé de la dette. Ce sera très difficile de faire autrement, même si ce n'est pas une bonne solution. Comme le dira l'un de nos invités plus tard, qui a écrit un livre à ce sujet, même si ce n'est pas une bonne solution, ce sera difficile de faire autrement. Mais cela reste un scénario. Cela reste un scénario possible, parce que la dette est créée. Aujourd'hui, il faut bien voir que tous les programmes aujourd'hui, ce qu'il faut bien que les téléspectateurs comprennent, c'est que quand l'État va prêter de l'argent aux entreprises, quand l'État injecte de l'argent dans l'économie, lance des programmes de grands travaux, de construction de pistes cyclables et autres, pour financer tout ça, l'État s'endette sur les marchés financiers. Donc il crée de la dette. Et la Banque Centrale Européenne rachète cette dette en créant de l'argent elle-même. Elle crée de l'argent puisqu'on dit qu'elle fait fonctionner la planche à billets. Alors aujourd'hui, on ne fait plus fonctionner la planche à billets comme il y a un siècle, bien sûr, mais ça reste imagé. La Banque centrale crée de l'argent. Donc cet argent qu'elle crée, à un moment donné, peut-être qu'elle sera obligée de le détruire, en fait, de l'annuler et d'annuler la dette. Merci Jean-David Dacieux. On s'intéresse toujours avec vous à la récession dans notre rubrique Comprendre enfin l'économie. Restez bien avec nous, à tout de suite.
Aujourd'hui, la performance d'une entreprise est déterminée par son niveau de maturité digitale. Pour vous aider dans cette mutation, Prodware vous accompagne tout au long de votre transformation. Quelle que soit votre stratégie, notre proposition de valeur va du conseil jusqu'au service managé. Notre méthode, imaginer des solutions innovantes mais pragmatiques. Notre engagement, une vision sectorielle, technologique et opérationnelle. Notre légitimité, depuis plus de 30 ans, nous servons les intérêts de milliers de clients. Notre rubrique Comprendre enfin l'économie. Les États-Unis, on le sait, sont entrés en récession et ce dès le mois de février dernier. On lit qu'une récession brutale devrait frapper la France courant cette année. Mais qu'est-ce que ça signifie concrètement? On va voir ça avec vous, Jean-David Haddad. Déjà, est-ce que vous pouvez nous expliquer, pour faire un petit peu le point, qu'est-ce qu'une entrée en récession? Alors une entrée en récession, c'est lorsque la richesse, après avoir été augmentée d'année en année, parce qu'on en crée de plus en plus, se met à diminuer, on crée moins de richesse. Lorsqu'une année, on va créer moins de richesse que l'année précédente. Donc, parce qu'on va vendre moins de produits, parce que, etc. Donc, le PIB va baisser. Le PIB, c'est la somme de toutes les valeurs ajoutées. Donc, en gros, en schématisant, c'est la somme de tous les chiffres d'affaires des entreprises, moins les consommations intermédiaires. Donc, quand le PIB de la nation baisse, ça veut dire qu'on crée moins de richesse que l'année d'avant. Alors, qui dit créer moins de richesse, dit forcément qu'il y aura plus de gens sur le carreau. Forcément, des chiffres de l'emploi qui vont évidemment devenir encore plus catastrophiques qu'ils ne l'étaient. J'ai parlé des États-Unis et de la France, mais est-ce que, vu qu'il s'agit d'une pandémie mondiale, est-ce que tous les pays peuvent être concernés par la récession? Potentiellement tous les pays, et c'est ce qui se passe d'assez exceptionnel avec cette crise par rapport à toutes les autres, c'est que dans les autres, l'économie n'était pas aussi mondialisée qu'aujourd'hui, et par conséquent, il y avait des zones qui étaient en récession et d'autres qui échappaient à la récession. Même sur la précédente crise de 2008, on avait vu ça. Aujourd'hui, c'est mondial. Aujourd'hui, c'est véritablement mondial, d'autant plus que ce virus a touché le monde entier, il faut dire ce qu'il en est, et que les gouvernements ont réagi tous plus ou moins de manière forte par rapport à ce virus. Voilà, donc moi ce qui m'a marqué, c'est que pour la France, pour ce qui concerne la France, faut bien voir que à la précédente crise, on était sur en 2009, il y avait eu 3% à peu près de mémoire de baisse du PIB. Pour cette année, on attend 11% de baisse du PIB. Les dernières estimations, c'est 11%. Au début, on nous a dit 5, puis après 6, puis après 8, et maintenant 11%. D'ailleurs, sur notre site Les Pros de l'Éco, lesprodeleco.com, où on met régulièrement des articles, j'avais prévu 8,5% de baisse du PIB lorsque le gouvernement prévoyait 5%. Néanmoins, je trouve que 11%, il est un peu pessimiste. Je pense qu'on finira entre 9 et 10% pour que le gouvernement puisse dire vous voyez, on a fait mieux que prévu. Je pense qu'il est en train de se donner une marge de manœuvre en disant 11%. Parce que ce chiffre, c'est Bruno Le Maire qui l'a annoncé il y a quelques temps, oui. Donc en 2019, pour donner quelques chiffres, en 2019, la France a eu un PIB de 2380 milliards d'euros. Ça a été son PIB le plus élevé jamais enregistré, mais ça c'est le sens de l'économie, de la croissance économique. Chaque année on doit faire mieux que l'année précédente normalement. Donc 2380 milliards d'euros, j'ai fait un petit calcul qui va intéresser vos téléspectateurs. Une baisse de 11% de ce PIB, ça fait 262 milliards d'euros en moins. C'est-à-dire qu'on arriverait à la fin de l'année 2020 à un PIB de 2118 milliards d'euros. C'est le niveau de 2013. Ça veut dire qu'on reviendrait 7 ans en arrière. On reviendrait 7 ans en arrière. Sauf que les prix, ils ont augmenté en 7 ans. Alors même s'il n'y a pas d'inflation, les prix ne sont pas ceux d'il y a 7 ans. Ça veut dire qu'il y a 11% de richesse en moins, donc ce qui va se ressentir dans le niveau de vie de chacun, avec des prix qui ont forcément augmenté, ou du moins qui n'ont pas baissé, c'est sûr. C'est ce que j'allais vous demander, parce que récession, c'est un mot qui fait très peur, mais ça va se retrouver aussi pour les Français, pour les consommateurs dans leur vie de tous les jours. Baisse du pouvoir d'achat, forcément, baisse du pouvoir d'achat.
Qui va se mesurer de quelle manière dans les prochains mois, dans les prochaines semaines? C'est pas tant une mesure, c'est un ressenti. C'est un ressenti, d'autant plus qu'il va y avoir de plus en plus de gens au chômage, puisque là, il y a beaucoup d'entreprises qui vont faire faillite, qui vont licencier, surtout dans le secteur de l'hôtellerie, restauration, tourisme. On parle déjà de 40% des établissements qui rouvrent pas leurs portes. Il y a un certain nombre d'établissements qui ne rouvriront jamais. Et c'est un secteur qui est très important en France. On est dans une économie où le tourisme a une place très forte. 16 ou 17% de mémoire du PIB. Merci beaucoup. À suivre le focus sur notre entreprise du moment, Lucibel, avec son entrepreneur Frédéric Granotier. À tout de suite. Aujourd'hui, la performance d'une entreprise est déterminée par son niveau de maturité digitale. Pour vous aider dans cette mutation, Prodware vous accompagne tout au long de votre transformation. Quelle que soit votre stratégie, notre proposition de valeur va du conseil jusqu'au service manager. Notre méthode, imaginer des solutions innovantes mais pragmatiques. Notre engagement, une vision sectorielle, technologique et opérationnelle. Notre légitimité, depuis plus de 30 ans, nous servons les intérêts de milliers de clients. L'entreprise du moment, Jean-David Haddad, vous avez choisi de mettre en lumière aujourd'hui Lucibel et son dirigeant fondateur Frédéric Granotier qui est avec nous sur ce plateau. Pourquoi avoir choisi Lucibel? D'abord parce que je connais bien Frédéric et c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. On se connaît depuis quelques années. Et il a une société qui est très intéressante parce qu'elle est très innovatrice en fait. Et qu'elle utilise la lumière comme innovation. La lumière, c'est quelque chose... la lumière... En ces temps sombres, ça peut être... En ces temps sombres, oui, effectivement. Un petit peu nous guider. Effectivement. Ça peut être utile. Mais la lumière qui a permis de créer la photo il y a plus de 100 ans est loin d'avoir dit son dernier mot. Il y a encore plein d'applications possibles grâce à la lumière et c'est ce que Frédéric va nous dire. Ouais, présentez-nous votre entreprise, monsieur Granotier. Alors, donc, Lucibel est effectivement une entreprise française innovante, spécialiste en technologie LED, cotée sur Next Growth. Et donc, Lucibel conçoit, fabrique et commercialise des solutions d'éclairage à base de technologie LED. La fabrication est faite en France, en Normandie. Et donc Lucibel conçoit, commercialise des solutions d'éclairage LED, mais également des innovations permises par la technologie LED au-delà de l'éclairage. En particulier, Lucibel est pionnière sur la technologie Li-Fi qui permet d'accéder à Internet par la lumière en remplacement du Wi-Fi. Et demain, quand je dis demain, c'est dans 5 ans ou 8 ans, chacun accédera à Internet chez les professionnels et chez les particuliers par la lumière. Mais également sur la thématique santé, bien-être, Lucibel a également de belles innovations avec des luminaires qui permettent d'imiter la lumière naturelle pour apporter plus de bienfaits aux collaborateurs, de bien-être aux collaborateurs, une meilleure qualité de sommeil, avec des études cliniques qui l'attestent évidemment et des travaux menés en collaboration avec des médecins et des scientifiques. Et donc effectivement, Lucibel est une entreprise extrêmement innovante sur toutes les thématiques qui touchent à la technologie LED. Alors comme tant d'autres d'entreprises en France et partout dans le monde, votre entreprise elle a dû affronter cette crise du Covid-19. Comment cela s'est passé pour Lucibel et pour vous? Alors effectivement, et c'est particulièrement frustrant parce qu'on avait fait un très bon début d'année avec une croissance de notre chiffre d'affaires de plus de 50% sur janvier-février 2020 par rapport à janvier-février 2019 à périmètre constant. Et donc effectivement, le 15 mars, nos commandes se sont brutalement arrêtées et on a vraiment eu l'impression que le monde s'arrêtait. C'est vrai que Lucibel dépend du secteur de la construction. Le secteur de la construction, je comprends qu'il est le deuxième le plus touché après le tourisme. Et donc effectivement, dès le 15 mars, dès le 17 mars précisément, on a dû mettre au chômage partiel l'ensemble des salariés de notre site de fabrication, de la plupart de nos salariés d'une façon générale, à temps plein ou à temps partiel. C'était une flexibilité intéressante. Et puis effectivement, jusqu'à la fin du confinement, où on a rouvert le site de Barentin, là où on fabrique nos produits, une semaine avant la fin du confinement. Et on est monté en puissance, on rouvre progressivement depuis, mais on recourt encore jusqu'au 30 juin au moins, jusqu'au chômage partiel sur certaines fonctions. Est-ce que vous avez eu recours aux prêts garantis par l'État? Oui, absolument. Lucibel a obtenu 2,1 millions d'euros de prêts garantis par l'État. Ça a été des discussions selon les banques, soit très simples, soit un peu plus compliquées. Donc certaines banques ont plus joué le jeu que d'autres, mais globalement on est satisfait du résultat. Versé ou pas encore? Oui, versé, encaissé.
Il y en a beaucoup beaucoup de banques qui n'ont pas versé les PGE encore. D'accord, mais voilà. C'est bien qu'ils l'ont versé. Ouais. Versé, effectivement, encaissé, et donc c'est une bonne chose, effectivement. Donc je suis reconnaissant du gouvernement d'avoir mis en place ces dispositifs favorables aux entreprises, aux salariés encore plus qu'aux entreprises, pour la partie chômage partiel, même si je m'inquiète effectivement du coût de la dette que ça va générer pour nous tous et pour moi-même en tant que citoyen. J'ai plus de mal à comprendre l'attitude de notre ministre de l'économie Bruno Le Maire, qui ne cesse de répéter qu'effectivement la crise va être terrible, qu'elle va être pire que la crise de 29. Choc considérable, ces mots. Voilà, exactement. Et j'ai été profondément choqué par son attitude, et par sa répétition permanente du fait qu'on était en crise, que la crise allait être terrible, qu'elle allait être d'une violence extrême. Je trouve que c'est un non-sens et que c'est de la part d'un ministre de l'économie et que c'est aberrant parce que ça crée encore plus de défiance, encore plus d'anxiété. C'est extrêmement anxiogène et ça contribue à alimenter la crise. C'est une sorte de prophétie auto-réalisatrice qui n'a aucun sens pour un homme politique. Totalement d'accord. Il a fait ça, comme je dis, je pense que c'est pour dire on a fait mieux. Pour dire à la fin on a fait mieux. Sauf qu'ils vont pas faire mieux parce qu'ils sont en train de casser le moral de tout le monde. Exactement. Je trouve ça totalement ridicule. Alors je m'excuse cet aparté, mais en tant qu'entrepreneur, je ressens vraiment que ces messages très négatifs du ministre de l'économie sont anxiogènes, très anxiogènes, n'ont aucun sens et sont très négatifs pour l'ensemble de l'économie et qui vont contribuer à augmenter le niveau de crise économique dans laquelle on est déjà. Et je trouve que c'est irresponsable de la part d'un homme politique d'agir comme ça. Au contraire, son rôle, c'est d'essayer de restaurer de la confiance, parce qu'on sait bien que c'est la confiance qui permet la croissance économique, c'est la confiance qui permet aux entreprises de recruter ou de ne pas licencier, et d'avoir confiance en l'avenir. Donc je suis effondré chaque fois que je l'entends parler dans les médias, parce que je trouve qu'il dit exactement l'inverse de ce qu'il devrait dire. Pardon pour cette parenthèse. Pas du tout. Avant de refermer cette interview. Et pourtant, je n'ai rien contre le gouvernement et j'ai voté pour Macron il y a 3 ans. J'en témoigne. Et je suis membre de La République En Marche. Donc, voilà. C'est dit, on fera tout. Voilà. Avant de refermer cette interview, si on peut revenir sur votre entreprise, sur Lucibel, vous l'avez dit, des nouvelles technologies. Est-ce que certaines pourraient être adaptées à cette situation que nous vivons là, notamment la lumière par rapport au virus? Est-ce qu'il y a un espoir de nouvelles technologies à ce sujet? Alors c'est une très bonne question et la réponse est oui. On peut, par la lumière, traiter et faire disparaître, éradiquer des virus et des bactéries. En fait, il y a une longueur d'onde très spécifique sur le spectre de la lumière qui est autour de 280 nanomètres et qui s'appelle les ultraviolets C. Et cette longueur d'onde, elle permet de casser la chaîne ADN qui du coup empêche le virus de se reproduire. Et donc ça a un effet, ça permet vraiment de détruire virus et bactéries. Simplement cette longueur d'onde très spécifique, elle est compliquée à recréer parce qu'elle n'existe pas de façon naturelle à l'échelle humaine parce qu'elle est très agressive pour les yeux et pour la peau. Et donc heureusement qu'elle est filtrée par la couche d'ozone et qu'on n'est pas soumis à cette longueur d'onde en tant qu'être humain. Mais par contre, effectivement, on est capable de la recréer par des puces électroniques dédiées et de concevoir des luminaires qui permettent de désinfecter, de tuer vraiment les bactéries et les virus. Alors il y a aujourd'hui quelques produits qui existent déjà sur le marché, qui sont essentiellement des produits chinois, mais qui sont mal conçus, qui ne sont pas exactement sur la bonne longueur d'onde parce qu'elle est coûteuse à recréer cette longueur d'onde. Et donc, mais voilà, Lucibel effectivement travaille sur un projet de recherche et développement sur la conception de luminaires qui auront une double fonction, à la fois donc d'éclairer évidemment, mais aussi de désinfecter l'air, désinfecter les surfaces quand effectivement il n'y aura personne dans la pièce. Merci beaucoup Frédéric Granotti d'être venu nous présenter Lucibel. Vous restez avec nous pour la suite de cette émission Les Pros de l'éco qui continue dans un instant pour parler d'un livre économique. C'est à suivre. Aujourd'hui, la performance d'une entreprise est déterminée par son niveau de maturité digitale. Pour vous aider dans cette mutation, Prodware vous accompagne tout au long de votre transformation. Quelle que soit votre stratégie, notre proposition de valeur va du conseil jusqu'au service managé. Notre méthode, imaginer des solutions innovantes mais pragmatiques. Notre engagement, une vision sectorielle, technologique et opérationnelle. Notre légitimité, depuis plus de 30 ans, nous servons les intérêts de milliers de clients. Un livre économique, un auteur, Jean-David Haddad. On rappelle évidemment que vous êtes un éditeur et pour cette rubrique, eh bien, vous souhaitiez mettre en lumière un auteur, Thomas Andrieux, qui est avec nous. Bonjour Thomas, auteur de 2021, Prémices de l'effondrement. Jean-David Haddad, pourquoi avoir choisi d'éditer Thomas Andrieux, qui, on le rappelle, un jeune auteur de 16 ans? 16 ans.
Vous vous rendez compte, il a 16 ans et il pourrait en apprendre à ses professeurs d'économie. Bah moi déjà je suis professeur d'économie, je suis agrégé d'économie à la base, donc faut bien sûr s'intéresser à ce que font les jeunes, c'est l'avenir. Et quand il y en a qui sortent des sentiers battus et qui sortent de cette espèce de pensée politiquement correcte, où le politiquement correct, c'est d'être là sur les bancs de l'école, apprendre et puis apprendre par cœur pour rabâcher. Quand il y en a qui sortent de ça et qui font preuve d'originalité, qui développent une vraie pensée, faut vraiment leur donner leur chance et je suis très fier d'être éditeur quand je peux éditer des jeunes comme ça. Vous êtes d'accord avec ça, Thomas Andrieux, avec ça, complètement, et puis je remercie aussi Jean-David pour m'avoir édité et puis pour aussi me permettre assez régulièrement de publier des articles prévisionnels, des articles de commentaires d'actualité sur le site. Donc oui, bien sûr, c'est vraiment une opportunité pour moi et puis ça permet aussi de diffuser, de partager une vision que je ne retrouvais pas en Europe. J'y reviendrai rapidement dessus. Justement, c'est ce qui m'a poussé à écrire ce livre et c'est ce qui me pousse aussi à écrire de nombreux articles tous les jours. Alors 2021, prémisse de l'effondrement, le titre de votre livre, un titre assez fort. Quelles sont les perspectives pour vous économiques, pour la France et pour l'Europe ? Alors, on va faire face très probablement, même qu'il y ait de la croissance ou pas l'année prochaine, on va faire face à une apogée du risque public. Et encore une fois, les politiques actuelles de stabilisation massive et de relance massive de l'économie sont des facteurs à risque pour le secteur public. Je crois que les agents aujourd'hui ont un peu trop oublié le risque public, c'est-à-dire qu'on peut avoir une hausse très, très significative des taux l'année prochaine à cause de l'inflation que peut engendrer la croissance, à cause de l'inflation que devrait engendrer la chute de la productivité, etc. Donc on va être confronté à une hausse phénoménale du risque de crise des dettes publiques pour, comme je l'ai dit dans mon livre, la récession. Livre que j'ai écrit à l'été 2019, je le rappelle, la récession va provoquer une explosion du risque public sur 2021, et 2022. Et d'ailleurs, on pourrait voir une forte augmentation du risque public. La réalité, c'est que, je reviens au mot effondrement, rapidement, et avant tout l'effondrement du capitalisme d'État. On devrait le voir d'ici 5 à 10 ans. C'est-à-dire probable pour vous ? Oui, c'est-à-dire que je vois les taux ne pas remonter, par exemple. C'est très peu probable. Même encore une fois, s'il y a des politiques massives qui ne seraient pas tellement justifiées de la part de la centrale si on a de l'inflation de 2%. Une inflation de 2%, encore une fois, c'est un scénario qui est sensiblement avancé par de nombreuses projections. Et ce thème de la dette publique, il est vraiment au cœur de votre livre. Sous quel angle vous l'abordez? Sous un angle plutôt pessimiste, c'est-à-dire que ça va forcément avoir des conséquences dramatiques dans les mois, dans les années à venir? Complètement. La dette publique dans l'histoire, elle s'est jamais terminée bien. Annulation ou pas d'ailleurs. Donc ce à quoi on devrait assister au niveau public, c'est-à-dire qu'on devrait mettre 12 à 15 ans pour récupérer complètement de cette crise. Je prends l'exemple de la sécurité sociale. Cette année, il y a un déficit de 52 milliards d'euros. Si ce déficit, on le comble à la même vitesse qu'on l'a comblé ces 10 dernières années, on pourrait mettre 12 à 15 ans pour le combler. Donc, entre-temps, il y aura une autre récession, on provoquera des tensions sociales en matière d'assurance maladie, en matière d'assurance chômage, etc. Un autre point intéressant, c'est que le besoin de financement cette année, c'est 360 milliards d'euros. 16% du PIB. Ça vient d'être annoncé pour le deuxième plan de loi de finances. Pour donner une idée, le coût de la dette l'année dernière, c'était 3,7 fois le budget de l'armée l'année dernière. Le service de la dette. Ça, malheureusement, souvent, on pense à mettre en avant la charge de la dette. En réalité, le service de la dette, c'est le deuxième budget, après l'éducation. Donc, les prochaines années, ça va poser un très, très gros problème au niveau social, au niveau politique, et on devrait assister à de fortes tensions et à une modification complète du modèle économique que j'invite à découvrir dans mon livre. Merci Thomas Andrieux. On rappelle que votre livre 2021, prémisse de l'effondrement,
est disponible évidemment en vente, notamment sur JDH Édition. Dans toutes les, et dans toutes les librairies. Et dans toutes les bonnes toutes les librairies, Amazon, Fnac, Cultura, etc. Merci beaucoup. Les pros de l'écho continuent dans un instant avec une nouvelle interview d'un auteur. À tout de suite. Aujourd'hui, la performance d'une entreprise est déterminée par son niveau de maturité digitale. Pour vous aider dans cette mutation, Prodware vous accompagne tout au long de votre transformation. Quelle que soit votre stratégie, notre proposition de valeur va du conseil jusqu'au service managé. Notre méthode, imaginer des solutions innovantes mais pragmatiques. Notre engagement, une vision sectorielle, technologique et opérationnelle. Notre légitimité, depuis plus de 30 ans, nous servons les intérêts de milliers de clients. On continue à donner la parole à des auteurs, à mettre en avant des livres, mais cette fois on ne parle pas d'un livre à proprement parler économique. On va s'intéresser à un livre signé par le docteur Jean-Jacques Herbstein, Je ne pouvais pas les laisser mourir, qui fait évidemment référence à cette terrible crise sanitaire du Covid-19. Samuel Géant-Tarin est avec nous en direct. Bonjour Samuel Géant, vous avez préfacé ce livre du docteur Herbstein. C'est un pamphlet, disons-le, sur cette situation dramatique et sur ce médecin qui a voulu sauver des vies au cours de cette crise. Expliquez-nous pourquoi avoir accepté, choisi de signer cette préface. Bonjour Clotilde. Eh bien, écoutez, c'était une évidence. C'était une évidence puisque j'étais moi-même partie prenante dans ce que j'ai observé, pour moi, une guerre de l'information, clairement, qui est devenue cruellement binaire pendant tout ce confinement. Vous aviez d'un côté, clairement, on avait un parti pris médical qui était pour le coup, j'ai envie de reprendre le titre de Jean-Jacques Herbstein, consistait à laisser mourir les gens ou les récupérer aux urgences en détresse respiratoire, ce qui est assez aberrant, en tout cas ce que pas mal de gens ont trouvé aberrant, mais ça s'est manifesté essentiellement sur les réseaux sociaux. Alors évidemment, ça faisait aussi sujet à controverse au niveau des grands médias et la télévision. Mais on a quand même eu le sentiment que ça se passait essentiellement sur les réseaux sociaux, quoi. Le fait de s'opposer un petit peu à ce fameux hashtag restez chez vous et le dogme du confinement qui est devenu une forme d'idéologie obligatoire, qui était d'ailleurs obligatoire, en passant. Mais disons que les arguments n'étaient pas toujours très très bien étayés. Et voilà, donc moi j'ai pris le parti des médecins qui préféraient tout simplement soigner les gens, donc en dépistant, en isolant les malades et en traitant au mieux. On va reparler de l'impact des réseaux sociaux avec votre propre livre que vous signez. Mais avant ça, Jean-David Haddad, où en est la vente de ce livre du docteur Herbstein? Alors déjà, ce livre du docteur Herbstein, je ne pouvais pas les laisser mourir. Moi, je dirais que je ne pouvais pas laisser passer cette crise sans que quelqu'un puisse crier, sans que quelqu'un puisse s'exprimer, faire un vrai cri, un généraliste qui était sur le terrain, qui a voulu soigner et qui n'a pas appliqué les consignes officielles et qui prend des risques en écrivant ce livre. Je ne pouvais pas laisser passer ça. Le livre est en vente actuellement sur notre site JDH Édition, mais il est en pré-vente seulement parce qu'il n'est pas encore officiellement sorti. On va le trouver d'ici la fin de la semaine, d'ici le 20 juin, il sera en vente partout, chez tous les libraires, et je pense qu'il va s'arracher puisqu'il y a énormément, déjà beaucoup de vos confrères qui sont dans les starting blocks pour parler de ce livre et de tous les autres livres qui vont sortir d'ailleurs de médecins qui vont raconter des choses. L'omerta médicale va être levée, d'ailleurs ce livre contribue à lever l'omerta médicale. Et Samuel, qui a écrit un autre livre dans la maison, a préfacé celui-ci. D'ailleurs il va nous parler de cet autre livre. Exactement, Aimez-vous les uns les autres, publié sous un pseudo. C'est une sociologie des réseaux sociaux, du like, du j'aime, évidemment qu'on connaît bien. Il y a plusieurs types de like, plusieurs types de j'aime. Expliquez-nous, Samuel Géant, pourquoi vous avez choisi ce thème?
me permets de vous reprendre, ma chère Clotilde, c'est une sociologie de comptoir. Donc c'est une sociologie, on va dire, rigolote, une sociologie de comptoir virtuelle. Donc ce thème, c'est tout simplement de l'observation d'un utilisateur quotidien, en l'occurrence de Facebook, qui, ça faisait quelques années que j'avais cette idée en tête, et du coup l'idée c'était de reprendre tout simplement le prisme de l'utilisateur régulier au moment où il clique sur j'aime. Quelles sont les motivations sociales, les truchements cognitivo-comportementaux? Pourquoi cliquer sur j'aime? Voilà. D'où le j'aime unanime, le j'aime fourbe, le j'aime ta femme. Alors évidemment c'est une satire, donc j'ai pris le parti de l'humour. Bon, ça grince un peu, ça peut piquer, les retours sont plutôt bons, les gens s'y retrouvent en général, un petit peu dans tous les likes en fait. Bon, l'idée c'était aussi d'ouvrir sur quelque chose d'un peu plus profond entre guillemets, à peu près au niveau des 2/3 du bouquin, et donc d'insuffler une réflexion sans prétention sur l'impact des réseaux sociaux sur le monde en général. Cet impact des réseaux sociaux, en particulier pendant le confinement, on a passé plus de temps devant notre écran, plus de temps à échanger, et ça a eu un rôle dans les informations aussi dont les Français s'abreuvaient. Alors c'était hallucinant. Moi je suis toujours sous le coup de la sidération. Comme je disais tout à l'heure, c'est devenu cruellement binaire, mais je pense que c'est dû à l'enjeu. Hein. C'est devenu cruellement binaire. Alors c'est moche, mais c'était un peu la vie ou la mort, quoi, entre effectivement ce parti pris gouvernemental, mais aussi du haut comité scientifique dont je ne connais pas très bien. Les compétences du coup sont un petit peu douteuses, quoi. Il y a quand même un article de Mediapart du 31 mars qui parle des conflits d'intérêts avérés, donc c'est pas moi qui l'invente. C'est particulier, quoi, ce parti pris de rester chez vous, ne rien faire, ne pas accueillir les gens. Il y avait les moyens de dépister. Personne s'en est saisi. L'IHU de Marseille, c'est comme ça qu'ils ont fait, hein, tout clairement. Donc effectivement, de l'autre côté, il y avait ce parti pris derrière l'IHU de Marseille, mais aussi Jean-Jacques Erpstein, les généralistes, parce que les généralistes, il faut savoir qu'ils ont été particulièrement abandonnés dans cette crise. On leur disait tout simplement de dire à leurs patients de faire le 15 s'ils tombaient en détresse respiratoire, ce qui est affligeant, je veux dire, il n'y a pas de mots pour décrire ce qui s'est passé. Ce qui explique très bien d'ailleurs pourquoi à un moment donné ces généralistes se sont positionnés pour traiter leurs patients en fait. Hein. Il me semblait que c'était la base de la médecine, mais a priori c'était pas évident pour tout le monde. Alors je me pose encore la question, quel était le projet? Quel était le projet de fond? Pourquoi aussi tout un tas de gens, de manière massive, ont suivi ce rester chez vous comme ça, sans ne serait-ce que s'ériger sur les réseaux sociaux, justement, puisqu'on était quand même assez minoritaire, hein, finalement. Alors ça a fait du bruit parce qu'effectivement, il y a le professeur Raoult qui a une certaine aura. Personnellement, je le suivais déjà auparavant parce que j'ai un petit passif en tant que sociologue formé au champ médical, alors de formation, hein, tout simplement. Mais du coup, Samuel, pourquoi, oui. question que je t'ai jamais posée, mais je pense que les téléspectateurs vont être intéressés. Pourquoi Sir Samir Litton? En quelques mots, pourquoi ce pseudo? C'est un hommage à mon grand-père qui a postfacé Aimez-vous les uns les autres, qui avait déjà un pseudo d'auteur à particules, Jean de Criteuil. Voilà. Et du coup, je me suis auto-anobli pour service rendu à moi-même. Sir Samir Litton, il faut savoir que c'est aussi un jeu de mots, c'est-à-dire que dans Samir Litton, il y a Mirliton. Donc c'est un mélange de noblesse et de bouffonnerie. Voilà, moi ça m'a fait rire, mais je suis un petit peu tout seul avec ma vanne, puisqu'en général, personne ne la comprend. Okay. Mais bon, je vous en prie. C'était le premier numéro des Pros de l'écho, Jean-David Haddad. Je vous laisse le mot de la fin pour conclure cette première émission. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous? Que ça avait été vaste et très riche en informations. Ouais. Et Frédéric? Moi, j'ai trouvé votre analyse macroéconomique passionnante et je partage largement vos constats. Ouais, bah, moi aussi je partage tout ce qui a été dit. Bah, j'espère que ça a amené en tout cas un éclairage un peu différent de ce qu'on entend dans les médias traditionnels à vos téléspectateurs, que je salue au passage. Et puis, écoutez, nous allons vous retrouver d'ici 3 mois pour à la fois parler du contexte économique, refaire un petit point sur l'économie et puis présenter de nouveaux auteurs de la maison JDH Édition, à la fois auteur économique et puis auteur littéraire. Le rendez-vous est pris dans 3 mois après les vacances. On fera un point sur ce qui s'est passé pendant les vacances. Pour un nouveau numéro des Pros de l'écho. Merci Jean-David Haddad. À très vite.